Bonsoir et bienvenue dans cette 18e revue d'actualité du 18 avril. Encore énormément de contenu, vraiment, c'est pas reposant l'époque qui nous font vivre, hein. Et nous allons commencer par l'échelle mondiale. Alors, aux États-Unis, la situation continue à être extrêmement compliquée également. Et récemment, un sténographe qui travaillait à la Maison-Blanche a dit publiquement sur Fox News « Je dispose de toutes les preuves comme quoi Joe Biden et son clan sont des criminels. Si jamais je dois témoigner devant un grand jury, mon témoignage fournira les preuves permettant de le mettre en prison ou en tout cas de lancer une procédure de destitution. » Aujourd'hui, c'est assez évident que les différents gouvernants de nos pays sont des marionnettes d'organisations criminelles. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre des choses comme ça, mais on se demande, ok, mais quand est-ce que ça va déclencher quelque chose dans le réel ? Pendant ce temps-là, le New York Times, qui évidemment n'est qu'une officine de propagande au service de l'État profond, multiplie les fausses pistes sur le sabotage du gazoduc Nord Stream. Donc après avoir prétendu, comme c'était crédible, que c'était les Russes qui avaient eux-mêmes auto-saboté leur gazoduc, maintenant, après que la mise en lumière de l'implication évidente du département de la Défense et de la CIA a été apportée par un journaliste qui avait gagné le prix Pulitzer à l'époque, et se soit produite, eh bien ils inventent toutes sortes d'explications, toutes plus abracadabrantesques, dirait Jacques Chirac, par rapport à la réalité de ce qui s'est produit. Heureusement, nous avons des prophètes qui continuent de prophétiser. On a vu à quel point ils étaient bons. Fauci qui disait « Vous verrez, il y aura une pandémie mondiale pendant la présidence de Trump ». Bill Gates qui disait « Ah, vous allez voir, il y en aura une autre qui va arriver bientôt ». Et Attali, qui semble être dans le secret des dieux, ou qui en tout cas est voyant extra-lucide, lui nous annonce une catastrophe financière pour le mois d'août 2023. Des hommes et des femmes avertis en valent 2. Professeur Trito est un chirurgien italien qui s'est beaucoup intéressé à la question des armes biologiques et donc qui est convaincu que le SARS-CoV et l'injection génique expérimentale sont issus de la biotechnologie militaire. Hélène Banoun nous rappelle que d'après les documents du département de la Défense américain, effectivement, le virus est américain et a été conçu au sein du laboratoire de Wuhan dans le cadre d'un programme de recherche biomilitaire. Et puis le fameux professeur Francis Boyle, qui est un des meilleurs connaisseurs internationaux en la matière, eh bien lui, effectivement, est également en phase avec cette hypothèse, en disant que de surcroît, la Food and Drug Administration, donc l'équivalent de la NSM aux États-Unis, était impliquée dans le développement de cette arme biologique et que le traité mondial sur les pandémies en voie d'imposition actuellement par l'OMS est ce qui permettra d'instaurer un État mondial, policier, médical et scientifique, mais surtout fasciste. On n'arrête pas d'en apprendre sur un certain produit Pfizer. Donc vous voyez, j'ai été amené à créer beaucoup de caches lors de cette livraison. Elles sont bleues pour une fois pour changer. Donc c'est le nouveau mot secret de la semaine, qui est peut-être le même que celui des semaines précédentes. Allez savoir, c'est le mystère du jeu. Mais toujours est-il qu'Hélène Banoun rappelle que plus de 1000 personnes ont souffert de choc anaphylactique dans les 90 jours post 79% des cas marqués graves, 89% concernaient des femmes, 9 personnes sont décédées, mais évidemment, il n'y avait pas de quoi faire un signal d'alerte ou de sécurité. Quand des gens meurent, ma foi, too bad, pas de chance. On a vu également, bien sûr, l'explosion des cas de cancer après une certaine intervention thérapeutique que YouTube ne souhaite pas que je nomme. Alexandra Orion-Caude en a parlé dans son livre. Elle s'est fait beaucoup attaquer, notamment par des tribunes d'oncologues, tous payés par l'industrie pharmaceutique, mais toujours est-il que les chiffres sont là. Et de surcroît, ça aussi c'est un sacré scandale, mais on a aujourd'hui la très forte suspicion et des éléments de preuve que des informations aux mains des National Institutes of Health, donc du santé publique américaine, montraient comment l'intervention dont on n'a pas le droit de parler était oncogénique, c'est-à-dire qu'elle générait un taux inhabituel de cancer, et que ces papiers ont été retirés et cachés pour ne pas qu'ils soient connus.
Et donc, au titre de la fameuse loi sur la transparence de l'information, Freedom of Information Act, ça a été demandé du NIH que ces articles soient produits et l'administration en question refuse. C'est-à-dire qu'elle s'oppose à ce que le droit américain garantit comme droit aux citoyens. Affaire à suivre. Didier Raoult a fait scandale chez Pascal Praud, si je me souviens bien, en mentionnant le fait que la rétrotranscription de l'ARN était particulièrement possible à l'intérieur du cerveau, et on sait maintenant que l'ARN messager passe la barrière hémato-encéphalique. Eh bien là encore, on commence à avoir des données probantes qui suggèrent qu'il y a des dégâts au niveau du cerveau après une certaine procédure médicale. En plus, donc tout ça, ça sort des documents que Pfizer voulait cacher pendant 70 ans, mais le juge d'un tribunal fédéral a ordonné que ça soit publié rapidement et rendu public. Le troisième principal effet secondaire des injections géniques expérimentales, tenez-vous bien, c'est le Covid. Donc ça s'invente pas. Hein. Aujourd'hui, on sait que l'intervention en question n'immunise pas, mais en plus, ça rend fréquent le fait d'être infecté, mais ça, on le savait déjà grâce aux anticorps facilitants. Donc bon, de nouveau, on redécouvre l'eau chaude, mais les preuves s'accumulent. Au Danemark, une découverte extrêmement intéressante parce qu'elle recoupe ce que l'ancien vice-président et directeur de la recherche de Pfizer, le Dr Mike Eden, avait dit de longue date, c'est qu'il semble qu'il y ait certains lots d'un certain produit mis sur le marché par Pfizer qui soient particulièrement plus nocifs et délétères que les autres, c'est-à-dire qui génèrent beaucoup plus d'effets indésirables. Et là, ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, 71% des effets indésirables étaient créés par 4,2% des lots mis sur le marché, avec vraiment quelque chose d'assez indiscutable sur le plan de la corrélation. Et donc, est-ce que ça tiendrait à un défaut de fabrication ? Est-ce qu'il y aurait des lots plus ou moins toxiques qui seraient écoulés de manière à ne pas éveiller les soupçons ? Ça, c'est ce que indiquent ceux qui pensent qu'il y a une intention de nuire dans la procédure. On n'en sait rien, mais toujours est-il que ce constat qu'un petit nombre de lots génère un grand nombre, voire la quasi-totalité des effets indésirables, y compris mortels, est actuellement en train d'apparaître en pleine lumière. Pfizer savait de plus qu'il y avait 31% de décès supplémentaires dans le groupe ayant reçu une certaine intervention thérapeutique par rapport au groupe placebo, ce qui est énormissime. Ça, c'est un signal d'alarme absolument manifeste. En ont-ils tenu compte ? Je vous laisse imaginer la réponse à cette question. Toujours est-il qu'on voit les indicateurs devenir problématiques. Actuellement, il y a un très gros problème de fertilité dans le monde. Donc on observe, depuis le début d'une certaine campagne de quelque chose, qu'il y a une chute des taux de natalité dans tous les différents pays qui ont reçu l'intervention en question. Et comme le relève ce commentateur, on approche actuellement du seuil inférieur à 2 par couple, 2 enfants par couple au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on va vers la dépopulation. Alors effectivement, en ce qui me concerne, j'ai toujours été assez réticent dans l'idée que c'était qu'il y avait une intention directe de dépopulation, c'est-à-dire homicide, dans une certaine campagne qu'on a tous à l'esprit. Par contre, l'idée que, ayant un impact sur la fertilité, ça puisse conduire dans le sens de l'agenda eugénique de réduction de la population que certaines élites ont énoncé explicitement au cours des décennies, y compris des personnes qui ont un peu trop de pouvoir à l'heure actuelle, c'est une hypothèse dont il convient désormais de tenir compte. McCullough, lui, qui relève que la protéine spike est mortelle, la protéine spike qui est évidemment dans le SARS-CoV-2, mais qui est aussi produite artificiellement à l'intérieur du corps par une certaine intervention de santé que nous ne nommerons pas, et il dit que ça griffe l'intérieur du cœur et du système vasculaire, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Pierre Corry, qui lui relève que personne ne relève ça, en tout cas pas dans les médias mainstream, mais qu'il y a une chute massive du taux de natalité exactement 9 mois après le début de certaines campagnes d'intervention thérapeutique que nous ne mentionnerons pas. Et ça,
C'est la première fois en 50 ans qu'on a une chute de cet ordre. La baisse de la natalité s'accompagne d'une explosion de la mortalité. Donc là, vous voyez la surmortalité cumulée 2020-2023 des 0 à 14 ans. On voit effectivement qu'il y a une baisse pendant les mesures de confinement parce qu'il y a moins d'accidents. Les enfants et les jeunes étant très limités dans leur mouvement et l'essentiel de la mortalité à cet âge-là étant dû à des accidents, effectivement, ça a été protecteur de leur santé en flinguant au passage leur santé psychique, évidemment. Mais on voit qu'à partir d'un certain moment coïncident avec une certaine intervention thérapeutique à large échelle, eh bien, la courbe part vers le haut. Des amis canadiens nous mentionnent qu'à l'hôpital Lionsgate de Vancouver, en Colombie-Britannique, il y a eu 13 morts-naissances en 24 heures. C'est-à-dire des enfants morts-nés. Là où, évidemment, les statistiques habituelles sont infiniment plus basses. Donc tout ça, c'est des signaux, évidemment, très préoccupants. Le taux de mortalité maternelle aux États-Unis a lui aussi doublé en quelques années. Et mortalité maternelle, c'est-à-dire des décès de femmes pendant la grossesse ou en couche. Quand ça double, ça n'est pas rien. Et puis bien sûr, ce visuel présenté par un des meilleurs analystes au monde pour les assurances, formé à Stanford, lors d'une commission du sénateur américain Ron Johnson, à ne pas confondre avec Rand Paul, et vous voyez, plus 26% de mortalité pour ceux qui ont reçu un certain traitement que nous ne mentionnerons pas, stratifié par âge, dont plus 49% de mortalité pour ceux âgés de moins de 50 ans. Donc là encore, ça c'est des signaux qui devraient tout bloquer instantanément, mais malheureusement, les élites folles au pouvoir n'ont plus aucune loyauté par rapport au principe de réalité. En Suisse, pareil, il y a un excès de mortalité des 9 à 24 ans est corrélé à certaines doses d'un certain produit thérapeutique. Donc là, vous voyez la courbe, et puis à un moment donné, en vert turquoise, eh bien, il y a quelque chose qui commence, et on voit l'effet sur la courbe. En Angleterre, la BBC, alors bien sûr, sans imaginer l'attribution possible à une cause, mais relève que la mortalité excessive en 2022 a été la pire en 50 ans. Donc on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui meurent. Et Peter McCullough, lui, estime, sur la base d'évaluations relativement sensées, qu'il y aurait à ce jour, en 2022 uniquement aux États-Unis, 300 000 décès excessifs causés par quelque chose qui correspond au mot mystère de la semaine, pour ceux qui veulent jouer. Autre découverte intéressante, le Covid long n'est pas du tout associé au fait d'avoir eu le Covid. Donc parmi les gens qui se plaignent de symptômes de Covid long, il y en a beaucoup qui n'ont jamais été en contact avec le SARS-CoV-2. Par contre, on peut voir que c'est en toute probabilité lié au port du masque. Et donc, il y a des corrélations entre les symptômes de Covid long et le temps pendant lequel les personnes concernées ont dû porter le masque, avec un ensemble d'effets délétères, évidemment pour leur santé. Et je vous rappelle au passage que Facebook et YouTube nous ont censuré, moi aussi, quand nous parlions des inconvénients, si c'est des dangers du port du masque, en disant que puisque ces prises de position étaient contraires à la doctrine de l'OMS, nous devions être châtiés, mais toujours est-il que la science est plus robuste que les censeurs de ces plateformes. Vous savez probablement aussi que des recherches ont montré que l'obligation du port du masque n'a rien changé en termes d'infection dans les hôpitaux du Royaume-Uni. Mais ce qu'on savait déjà. Et donc Peter Gotche, lui, souligne que les essais randomisés en milieu hospitalier ou en population générale ont montré que les masques ne servent à rien, mais que l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni a publié un rapport incluant 23 études bidons, bourrées de biais, des études faites sans protocole, pour pouvoir justifier du fait qu'on n'est pas entièrement sûr et que ça a quand même probablement un certain effet. Voilà la science d'aujourd'hui, appliquée par les guignols qui prétendent énoncer un consensus scientifique.
Pendant ce temps-là, les chiffres de l'IHU, vous vous souvenez, consolidés sur 30 000 cas ont été publiés, avec constat d'huissier pour couper court aux calomnies qu'ont subies les équipes. Et voilà. On leur a reproché de n'avoir inclus que des personnes jeunes et en bonne santé, c'est faux. Éric Chabrière souligne qu'il y avait plus de 300 jeunes, enfin près de 300 jeunes de plus de 89 ans inclus dans l'étude, et les résultats sont indiscutables. Le traitement précoce avec la trithérapie marseillaise réduit les décès de 70% pour les 50 à 69 ans et de 80% pour les 70 à 89 ans. Cela est reconnu en Australie et à travers le monde, et donc cela veut dire qu'on a tué les gens en refusant de généraliser les traitements précoces disponibles dont on savait déjà qu'ils avaient une efficacité. Ça n'est pas anodin, on ne sait pas exactement l'effet que ça aura, mais donc Ursula von der Leyen a fait l'objet d'un dépôt de plainte pénale en Belgique dans l'affaire des SMS avec Pfizer, et notamment pour usurpation de fonctions et de titres, destruction de documents publics et prise illégale d'intérêts et corruption. Donc ça commence à devenir sérieux, et Bon Sens, qui avait déjà porté plainte avec maître Diane Prota, en se constituant partie civile début avril, souligne que ça prend une tournure pénale dans un des 27 États membres de l'Union européenne et que dès lors, ça devrait conduire automatiquement à la levée de l'immunité. Plutôt qu'elle n'a pas d'immunité judiciaire par rapport à ça. Sur le plan judiciaire, toujours, un autre tribunal a ordonné aux États-Unis que 24 000 pages de documents Moderna soient rendues publiques à partir du mois de juillet, et notamment 13 685 de ces pages décrivent les effets indésirables. Donc, c'est-à-dire s'ils ne sont pas exceptionnellement rares, comme on essaye de nous le faire croire, mais donc, là encore, il va y avoir du sport, même si on a pu voir, malheureusement, que toutes les pages livrées par Pfizer que le laboratoire voulait garder secrètes, malgré leur contenu, n'ont rien changé à l'agenda tel qu'il est verrouillé actuellement au niveau mondial. Des procès également dans les pays, donc en Allemagne, plus de 180 poursuites judiciaires par des particuliers en raison des dommages causés par une certaine intervention thérapeutique. Même chose en Allemagne, où là, vous voyez, il y a 70 plaintes contre des médecins cette fois. Ce sont les médecins qui ont poussé leurs patients à recevoir une certaine injection qui se retrouvent traînés devant des tribunaux. Et donc, tout comme en France, vous savez que Mardoyer a obtenu la reconnaissance du fait que l'injection en question était très probablement à l'origine du décès de son épouse. Voyez, là quand même, les tribunaux, alors évidemment, beaucoup nieront l'évidence, mais un certain nombre feront leur travail, et donc ça donne quand même de l'espoir pour la suite. Résumé par le professeur Shmuel Shapira, de la manière la plus simple mais la plus explicite qui soit, et la plus véridique, le Covid en tête de liste des 4 plus grandes escroqueries de l'histoire de la médecine. Pendant ce temps-là, ceux qui ont participé continuent de recevoir des prébendes et des récompenses, donc Légion d'honneur à tout va. On se souviendra qu'Agnès Buzyn, la calamiteuse ministre de la Santé française, a été d'abord nommée à l'OMS avant de passer à la Cour des comptes, et c'est Jérôme Salomon, le croque-mort, qui apparaissait sur nos écrans soir après soir pour dire 200 personnes sont mortes du Covid, 150 sont mortes du Covid, alors que la mortalité en France est de 2000 personnes par jour. Donc c'était des chiffres qui ne voulaient rien dire sortis de leur contexte, mais enfin, il intègre la direction de l'OMS. Nous voilà rassurés et pour lui et pour nous. Évidemment que le fait que les agences de santé soient financées par les laboratoires pharmaceutiques est un énorme problème, c'est encore plus que du conflit d'intérêts, c'est de la corruption pure et simple. Et donc actuellement, 45% du budget de la FDA aux États-Unis, l'équivalent de la NSM en France, vient des, comment est-ce qu'on dit en français, des royalties, des droits d'auteur en quelque sorte, étant donné que désormais, les bureaucrates de la FDA qui approuvent des médicaments touchent des droits d'auteur de la part des fabricants. Donc c'est vraiment un système de compromission absolument épouvantable. Et Robert Kennedy Jr., qui de son côté
s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle américaine, je reviendrai sur cette question prochainement, lui explique comment Anthony Fauci, qui est vraiment la crapule des crapules, a entretenu un réseau complexe d'enchevêtrements financiers entre sociétés pharmaceutiques, universités, scientifiques, mais aussi les agences publiques. Voilà, donc on est vraiment dans de la mafia, dans des procédures mafieuses. En Angleterre, il y a quand même une organisation qui a obtenu la condamnation de Bourla, le PDG de Pfizer, pour charlatanisme, parce qu'effectivement, il avait énoncé des choses qui étaient fausses. Alors la liste est extrêmement longue, mais là, en l'occurrence, il a quand même été sanctionné par ça. Bon, enfin, comme aurait dit Chirac, ça lui en a probablement touché une sans faire bouger l'autre. Moment assez édifiant à la BBC, où un journaliste tisonnait Elon Musk en lui demandant « Mais qu'est-ce que ça vous fait d'avoir renoncé à toutes les protections contre la diffusion de fake news sur votre réseau social ?» Et Musk lui a répondu « Mais qu'est-ce que ça avait fait, vous, à la BBC, d'avoir énoncé autant de fake news sur la gravité du SARS-CoV-2, sur la nécessité des confinements, sur le fait que l'injection génique serait la solution, d'avoir caché la réalité des effets indésirables, etc. » Et du coup, son interlocuteur était un peu con, mais a répondu « Ce n'est pas moi qui décide de la politique éditoriale de la BBC. » Pour celles et ceux qui ont été évidemment choqués de voir cette vidéo du Dalai Lama demandant à un jeune garçon de sucer sa langue, Madame Fenixon, qui est une spécialiste de la communication de crise, peut-être qu'avec cette image vous pouvez retrouver le décryptage en question, a proposé un excellent décodage du communiqué publié pour couper court au scandale par les services de communication du Dalai Lama, où on retrouve tous les savoir-faire des grandes entreprises en la matière. Et notamment de mettre le blâme sur une vidéo circule sur les réseaux sociaux qui fait croire que, et puis qui évidemment accuse le buzz que c'est en train de faire une interprétation erronée de sa très vertueuse sainteté, mais donc on commence à apprendre qu'il n'est pas si blanc que ça et qu'il aurait déjà trempé dans un certain nombre de choses extrêmement questionnables. Robert Kennedy Jr. qui rappelle que la CIA, plutôt que les archives d'État américaines sur l'assassinat du président Kennedy, auraient dû être rendues publiques il y a longtemps, que c'est la 4e fois en 6 ans que le délai légal est reporté une fois de plus. L'administration Biden prétend que c'est pour protéger la sécurité nationale des États-Unis. J'étais moi-même même pas né à l'époque de l'assassinat de Kennedy, donc qu'est-ce qui justifie 60 ans plus tard qu'on continue à ne pas pouvoir dire ce qu'il en est? Et toujours est-il que la CIA et les agences d'État impliquées cherchent maintenant à obtenir une couverture éternelle, c'est-à-dire à ne jamais avoir à révéler ce qui s'est passé. Bon. Quand on a autant de choses à cacher, on comprend quand même a priori de quoi il s'agit, il n'y a pas 12 000 hypothèses. Ron Paul, sénateur américain, qui lui souligne, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui les entreprises privées ne sont plus des entreprises privées. Ça travaille main dans la main avec le gouvernement, tout comme le fait que le FBI et la CIA aient travaillé et continuent de travailler avec les réseaux sociaux, comme YouTube, bien sûr, plus avec Twitter aujourd'hui. Et en fait, c'est la définition même du fascisme. C'est la collusion entre l'État et les grandes entreprises. Nous sommes là-dedans aujourd'hui. Tonton Schwab, lui, trouve que les médias et Internet ne sont pas assez censurés et efficaces pour imposer la doxa et contredire tous ceux qui contredisent la doxa. Et donc, ils sont en train d'engager des millions de guerriers de l'information pour traquer impitoyablement tous ceux qui osent dire autre chose. Voilà. Merci Forum économique mondial. Et donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait, dans toutes ces cénacles d'organisations internationales et de clubs privés comme le Forum économique mondial, nous avons la descendance des nazis qui sont impliqués, tant dans l'OTAN qu'à l'ONU, qu'à l'OMS et dans le Forum économique mondial. Vous avez une très haute dose de descendants ou de nazis recyclés.
Vous avez des gens qui étaient des chefs d'état-major de Hitler et qui se sont retrouvés à la tête de l'OTAN après la guerre, ceux qui plaident en faveur de l'hypothèse d'Ariane Biran, reprenant les écrits d'Hannah Arendt. Le Troisième Reich n'a pas été battu, l'Allemagne a été défaite, mais le Troisième Reich s'est instantanément rediffusé dans les centres de commande de l'Occident, et aujourd'hui nous avons affaire à un Quatrième Reich. En ce qui me concerne, je n'ai pas de certitude définitive à ce sujet, mais à ce stade, c'est l'hypothèse malheureusement la plus probable, et on sent qu'il y a un fumet de cette chose-là. Elon Musk, face à Tucker Carlson, qui révèle que les agences comme le FBI et la CIA non seulement avaient accès à Twitter, mais également aux messages privés que les gens s'envoient sur Twitter. Et donc Idriss Aberkan commente « Tu m'étonnes que les médias beaufs s'acharnent sur Musk depuis 9 mois, en le faisant passer comme un danger pour la démocratie. » CDC, Centers for Disease Control aux États-Unis, une grosse agence fédérale de santé, qui a débloqué des fonds massifs pour une propagande, un effort de propagande en ligne, mais aussi pour conduire à ce que les médecins qui s'opposaient à la doxa toxique soient privés de leur liberté d'exercer. Donc là, on est vraiment dans du fascisme. Alors que Carl Heneghan, qui est professeur à Oxford, du Centre pour l'Evidence-Based Medicine, lui rappelle que la clé de la liberté, c'est la liberté de parole. Et que notamment dans les universités, il n'y a absolument aucun sens à ne pas favoriser que des chercheurs et des intellectuels prennent position contre le statu quo, parce que c'est comme ça que la science a évidemment évolué de tout temps. Et enfin, Edward Howard, qui à ma connaissance est un ancien de BlackRock, dit c'est le plus grand crime, c'est la plus grande scène de crime que j'ai jamais vue de toute ma vie. Les banques centrales, les entreprises technologiques, le gouvernement, l'industrie pharmaceutique, les médias ont tous intérêt à garder cette chose secrète, ils ont tous contribué à ce désastre. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Il y a ce délire généralisé qui fait que la logique et la loyauté aux principes de réalité ont disjoncté, mais aussi que le risque que soit dévoilé le rôle criminel qu'ont joué les uns et les autres est tel qu'il y a une agressivité massive envers tous ceux qui essayent de faire comprendre la réalité des choses. Alors passons en France, qui est évidemment pas le plus calme des pays par les temps qui courent, en rappelant bien sûr pour commencer qu'il y a une violence d'État totalement illégale et qui constitue vraiment un crime contre les populations, et notamment cette manière qu'ont les forces de l'ordre de nasser des manifestants, donc de leur empêcher toute porte de sortie et de les tabasser. C'est criminel. Macron est un criminel, mais en l'absence de quiconque pour le reconnaître et intervenir, c'est compliqué. Un ex-agent du renseignement territorial sur France Soir a témoigné du fait que la fameuse brigade Bravem, qui devrait être dissoute, a été constituée pour fracasser du manifestant. On comprend bien que c'est à ça qu'elle sert. Sur le domaine des retraites, le Conseil constitutionnel n'a pas joué son rôle, mais ceux qui en font partie ne sont pas des juristes, ce ne sont pas des gens éclairés, ce ne sont pas des sages, ce sont des anciens responsables politiques ou des gens nommés par le pouvoir politique. Et donc, comme souligne Jean Lassalle, nous avons 9 membres qui sont juges et parties. Évidemment que ça pose un problème fondamental au fonctionnement des institutions, sachant de surcroît que la corruption au Conseil constitutionnel est elle-même un problème. Ils se sont exonérés, par exemple, de toute transparence concernant leur patrimoine, avec une augmentation massive de leurs indemnités. Bon. Donc, il faut vraiment qu'on fasse cette mise à jour intérieure. Nous ne sommes plus dans un état de droit, nous ne sommes plus en démocratie, il n'y a plus rien de légal. Et ici, un docteur en droit, droit pénal, droit des affaires, droit des sociétés, en apporte une démonstration. Son avis de droit est téléchargeable librement, n'hésitez pas à le consulter. Juan Branco, avocat et activiste, qui essaye de mettre des coups de pied dans la fourmilière, donc lui, a été convoqué au tribunal judiciaire de Paris, propriété de Bouygues, du groupe Bouygues, pour être jugé
au sujet de ce tweet qui précisément impliquait Bouygues dans un bâtiment appartenant à Bouygues. Il dit « Voici l'état de notre République ». Et le tweet en question, datant du 17 octobre 2019, c'était 495 millions. Voilà ce qu'a coûté à Bouygues le nouveau palais de justice de Paris. 1,35 milliard d'euros. Voilà ce que nous payerons sur 27 ans à Bouygues pour ces travaux, à quoi s'ajouteront 945 millions de frais d'entretien. Une seule raison, conclut-il, la corruption. Eh bien, il va passer dans le palais de justice en question pour répondre de ses propos. Alors évidemment, revenons brièvement sur l'intervention de Macron. Alain Houpert s'en donne à cœur joie avec des critiques qui font mouche. Ici, il souligne De Gaulle avait dit « je vous ai compris ». Emmanuel Macron répond « je vous ai entendu et je m'en fous ». Ça, c'est bien résumé. Houpert toujours souligne « Macron nous parle d'une France qui n'existe pas et qu'il compte construire sans les Françaises et les Français, expliquant patiemment que nous ne comprenons pas qu'il est le meilleur et le plus génial. Que nous sommes ingrats ». Philippe de Villiers qui souligne qu'il a été malheureux dans le choix de sa référence historique. Les 100 jours, c'est ce qui sépare le retour de l'île d'Elbe de Waterloo. Et donc, quand Macron disait « Ah, nous avons 100 jours devant nous pour que vous compreniez à quel point je suis génial », eh ben, dit Philippe de Villiers, on avait l'impression que son discours était écrit par ChatGPT. Quand je vous dis que l'intelligence artificielle fait des ravages chez les Young Global Leaders. Et donc, puisqu'il y avait un concert de casseroles qui avait été suggéré par un certain nombre de mauvais esprits, il faut savoir qu'il y a des préfets qui ont interdit les concerts de casseroles. On vit une époque formidable. Et pour conclure, Alain Houpert qui dit « La différence entre un cauchemar et Emmanuel Macron, c'est que le premier s'arrête quand on ouvre les yeux ». François Asselineau, lui aussi, a un sens de la synthèse tout à fait remarquable. Et rappelons en passage que révélation explosive s'est confirmée, oui, on le savait depuis longtemps, mais donc sous Macron, 21 000 lits d'hôpitaux ont été supprimés en 5 ans. Ça aide évidemment à créer d'une épidémie banale une terrible pandémie, surtout si on ne braque les caméras que sur les quelques services hospitaliers qui sont submergés. Et commentant l'éloge d'Elisabeth Borne au discours présidentiel, Alexis Poulain souligne « Ça fait vraiment bizarre d'être gouverné par un parti qui ressemble de plus en plus à une secte apocalyptique en plein délire mystique ». Barbara Stiegler qui souligne que la personnalité de Macron inquiète désormais tous les observateurs. Vous vous souvenez du décryptage psychopathologique que j'ai fait de cet individu, et effectivement, il y a de quoi être inquiet. Et puis, évidemment, Alexis Poulain qui surenchérit en disant « Le problème, c'est pas les fake news, c'est les mensonges du gouvernement relayés sans honte par des médias de milliardaires subventionnés. » Et il y a un autre scandale qui vient d'émerger, c'est celui du fonds Marianne. Vous vous souvenez qu'après l'assassinat du malheureux Samuel Paty, l'État a dégagé une somme pour lutter contre la radicalisation, et on s'aperçoit que ça a été donné à un ensemble d'acteurs qui n'ont rien à voir avec ce sujet-là, dont les inénarrables Rudi Reichstadt, Tristan Mandefans, Julien Pain et autres, qui donc ont reçu de l'argent pour mener un combat politique contre les opposants à la politique gouvernementale au nom de la lutte contre la radicalisation islamique. Et voilà, c'est vraiment des gens qui n'ont aucun scrupule, qui se permettent tout et n'importe quoi. Et puis comme le relève justement le docteur Legarde, au sujet de Rudi Reichstadt, mais c'est vrai des autres, ils se présentent aujourd'hui comme des victimes des affreux complotistes qui les attaquent gratuitement, alors qu'ils ne font que mentir, désinformer et pleurnicher au bout du compte. Enfin, c'est vraiment lamentable. Et puis, alors ils ont l'argument ultime, c'est que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont antisémites. Et ça, c'est abject. C'est abject, c'est instrumentaliser ce qu'a été l'antisémitisme au cours du temps et la Shoah pour imposer un agenda fasciste en interdisant qu'un débat d'idées intelligent, libre et ouvert ait lieu.
Et ça, c'est vraiment, vraiment abject. Donc, Rudi Reichstadt a fait un lien entre un site antisémite, le directeur de François-Xavier Azalbert, Idriss Aberkam, André Berkoff et Marc Doyer. C'est immonde. La famille de Samuel Paty a réclamé l'ouverture d'enquêtes judiciaires et parlementaires pour faire la lumière sur des faits très graves. Et Didier Raoult a lancé un petit commentaire à la Raoult, disant « Je suis heureux de comprendre comment sont payés les anticomplotistes qui nous insultent, nous qui avons été bénévoles dans la crise Covid. Un des financements vient du fonds Marianne, créé pour lutter contre l'islamisme radical. Même un comploteur comme moi n'aurait pu l'inventer. » Intéressant article d'un universitaire sur les zététiciens et leur travail de désinformation scientifique, de manipulation de l'opinion. Je vous donne la référence, n'hésitez pas à le lire, il est intelligent, ce qui change évidemment des productions zététiciennes et de M. Reichstadt et de ses acolytes. Patrick Cohen, et c'est à vous, qui donne une tribune libre à ces désinformateurs malhonnêtes à longueur d'émission. Vraiment, c'est pathétique. Et puis, il vaut toujours mieux faire de l'humour par rapport à ça. Donc Didier Maisto, moi en tout cas, depuis que j'écoute Patrick Cohen et ses invités, parmi lesquels Reichstadt, j'ai beaucoup appris. Par exemple, que la Terre n'est pas plate, que les Américains sont vraiment allés sur la Lune, ou encore que les anneaux de Jupiter n'ont rien à voir avec les chemtrails. Par conséquent, merci beaucoup de relever le niveau et de nous offrir tous les jours cette petite cosmogonie portative. Et puis, ces gens-là sont totalement débridés, donc la dernière trouvaille de Julien Pain, c'est que les gilets jaunes sont plus ou moins pilotés par Poutine et sa machine de désinformation. Philippe Murer souligne, le délire va de plus en plus loin, tout ça va se terminer à l'hôpital psychiatrique. Dans la catégorie des paranoïaques délirants, moi j'ai beaucoup travaillé avec les patients psychiatriques qui sont des gens adorables la plupart du temps, donc ne faisons pas d'amalgame, l'immense majorité des patients psychiatriques n'ont rien à voir et sont infiniment plus respectables que les gens dont nous parlons. Cela dit, Julian Assange, qui a dénoncé les crimes de guerre, est torturé en prison depuis 4 ans, et Julien Pain et autres qui protègent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en cours, eux, se font dérouler le tapis rouge sur certains plateaux. Voilà qui situe un peu la géographie. BFM, qui se lamente que les livres complotistes cartonnent en ligne. Alexis Poulain souligne que les chaînes de propagande enchaînent les bits d'audience à la télé. Et puis, il y a quand même des sursauts. Donc, l'Humanité mentionne le fait que les journalistes du Parisien ont enfin voté une motion de défiance contre la dérive éditoriale du titre, en particulier sur le traitement du mouvement social. Ben oui, Bernard Arnault n'a pas tellement envie de mettre Macron en difficulté, étant donné les bénéfices qu'il fait depuis le début de la crise Covid. On le comprend. Également mentionné Patrick Drahi et les Drahi-Leaks. Donc Drahi, c'est ce nouveau type d'entrepreneur, oligarque, qui a construit un empire sur une montagne de dettes, qui de toute évidence est aux ordres de la CIA et des services secrets israéliens, dont il engage un certain nombre d'anciens responsables dans ses rédactions, et qui, à travers BFM TV, Radio Monte-Carlo, Libération, L'Express et autres organes nauséabonds, mène une campagne de propagande visant à priver la population des moyens de comprendre de quoi il s'agit. Il faut savoir que Drahi est l'objet d'une proposition de correction fiscale en Suisse à hauteur de pratiquement 8 milliards de francs suisses. Mais toujours est-il que quand on se penche un peu sur ce qu'il dirige, on n'est pas dans des zones extrêmement saines. Propos de choses malsaines, donc il y a le rapport confidentiel de l'Inspection générale des affaires sociales qui accable le ministère de la Santé et Olivier Véran en particulier. N'hésitez pas à le télécharger, il circule. Mais évidemment que le grand problème, c'est que Olivier Véran, donc, a cherché à empêcher la publication et la diffusion d'un rapport qui nomme la réalité de la gabegie des services qu'il dirigeait, alors même qu'il expliquait à la France que tout était sous contrôle et qu'ils étaient en train de tout bien faire. Heureusement, il se fait prendre à partie désormais sur les plateaux télé. Cette interlocutrice lui a dit « Mais attendez, vous avez bloqué l'accès aux remèdes qui soignaient tout en autorisant les choses qui allaient nous tuer. » Et là, Véran disait « Mais attendez, vous êtes en train de dire que oui, vous avez fait quelque chose d'extrêmement tordu. »
Mais ça n'empêche pas le Dit-Véran de s'imaginer, de se fantasmer président de la République en 2027. Il n'a que la présidentielle dans la tête. Ce qui conduit Martine Vonner à dire cet individu qui a des prétentions présidentielles, alors qu'il a été un des pires ministres de la Santé, tout ce que j'ai défendu dans l'hémicycle aurait permis de sauver des vies, Olivier Véran a fait le contraire. Mentionnant évidemment Amin Umlil, un héroïque, révoqué par l'État. Pourquoi ? Parce qu'il avait souligné en commission d'enquête parlementaire que l'essai clinique de un certain produit thérapeutique Pfizer n'apportait pas la preuve de sa protection contre les formes graves ni la transmission. Donc il s'agissait bien d'un pari biologique que dont la population n'a pas été informée de façon claire quant au fait qu'il s'agissait d'un essai clinique. Et puis ajoutant, mais c'est juste hallucinant qu'on ait pu injecter des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, des enfants sans autorisation. Il faudrait un tribunal spécial pour ces crimes un jour. Je terminerai la rubrique française avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP, qui, elle, relève que plus nous payons d'impôts, moins nous sommes bien traités par les services publics. Les dépenses publiques explosent, mais les services publics se dégradent, c'est le grand scandale français. Mais évidemment que si on regarde les flux financiers, ça n'est pas perdu pour tout le monde. Enfin, un peu de philosophie, avant de terminer par l'humour. Alexis Haupt, il y a 2 grilles de lecture concernant ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Soit on a vécu une pandémie, soit on a vécu le totalitarisme. Mais le fait que ceux qui étudient la deuxième piste subissent censure et lynchage est un indicateur intéressant pour avoir la réponse. Et il souligne vraiment, il publie aussi, c'est vraiment un auteur à suivre. Il relève, ce qui se passe actuellement en France n'est pas extraordinaire. Ça porte un nom, l'autoritarisme. C'est ce qui se passe toujours quand le pouvoir abuse. Ce qui est plus étonnant en revanche, c'est de constater qu'à chaque fois que ce genre de dérive triomphe, le peuple est toujours composé d'une majorité qui l'ignore, ou plutôt qui fait tout pour l'ignorer. Il appelle ça le déni de tyrannie, c'est-à-dire l'incapacité de soutenir du regard la nature autoritaire du système. Incapacité due à une soumission intellectuelle, soumission au récit de l'autorité, elle-même due à un moi pensant immature, ce moi intérieur qui s'interroge, doute et veut des réponses. Voilà, il y a une immaturité, c'est évident, intellectuelle, civique, politique, civilisationnelle et spirituelle. Voilà, alors après toutes ces nouvelles un peu moyennes, d'abord nous réjouir du succès désormais galactique du livre d'Alexandra Orion-Caude, et que même les astronautes le prennent avec eux dans l'espace. Disney qui commence à déjanter totalement sur les théories de genre, donc bienvenue dans le nouveau Disney. Budweiser qui a fait une campagne avec un influenceur trans sur un certain de ses produits en train de boire un bouillon, donc il semble qu'il y ait malgré tout une censure commerciale de la part des utilisateurs par rapport à ça. Greta Thunberg qui a dit « Nous devons manger des insectes pour apaiser le dieu de la météo ». Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez parfois ce sentiment. Et puis terminons par la star de la semaine, Emmanuel Macron. C'est un peu trash, mais c'est vraiment assez drôle. Allez, gardons le moral et à la semaine prochaine. Au revoir.